Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. On va attendre quelques secondes avant de démarrer. Que les arrivants se connectent. Voilà, ça monte progressivement. Donc, je pense qu'on va commencer pour ceux qui sont à l'heure. Donc, bienvenue à tous à cette conférence en ligne sur le sujet de l'expérience collaborateur avec donc le bien-être individuel est-il un prérequis pour la performance collective? Donc, on va commencer avec des informations logistiques. Vos micros sont coupés. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous avez le petit picto Q&R. Vous pouvez donc cliquer dessus, entrer votre question. Après, vous pourrez cliquer sur demander, comme on voit là sur le screenshot. Ça nous enverra la question et nos experts pourront y répondre en fin de session. On aura un temps dédié aux questions. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc Juliette Serwen, c'est un des leaders du conseil en stratégie, transformation et innovation. Nous accompagnons des organisations publiques et privées pour les aider face aux transitions actuelles. Nous avons un modèle unique avec une vingtaine d'expertises qui sont reconnues par le marché et on a un modèle qui finalement s'approche sur 3 axes: business, people, environnement, et qui va être soutenu par le digital et l'agilité afin d'assurer des transformations durables. Juliette Serwen, nous sommes une entreprise à mission qui incarnons le consulting for good et notre objectif donc est de générer un impact positif et durable pour nos plus de 1500 clients. Aujourd'hui, nous sommes en train de finir la semaine de la transformation. Donc, la semaine de la transformation, elle est organisée par Juliette Serwen chaque année depuis 2021 et elle a pour vocation de faire découvrir au plus grand nombre les différentes facettes de la transformation. Pour cela, nous rassemblons lors de tables rondes virtuelles, mais aussi de rencontres en présentiel, des clients, des consultants, afin de partager leurs expertises et leurs expériences concrètes. Le thème de cette année était le passage à l'action, parce que nous pensons qu'il n'est plus possible d'attendre face aux grandes mutations que nous sommes en train de vivre, environnementales, sociales, sociétales, économiques, et il est temps de transformer nos organisations. Pour ce webinaire aujourd'hui sur le thème du bien-être individuel et de la performance collective, nous avons donc la chance d'accueillir Claire Ménard, qui est directrice développement RH et expérience collaborateur, qui va revenir donc sur les actions déployées par le groupe BPCE et nous dévoiler un petit peu les coulisses et les enseignements clés. Claire, je ne sais pas si vous voulez présenter avec quelques minutes le groupe BPCE. Beaucoup Ludivine. Donc, le groupe BPCE, vous le connaissez sans doute déjà, c'est le deuxième acteur bancaire en France, 35 millions de clients, 100 000 collaborateurs. Peut-être que ce que vous savez un peu moins, c'est que parmi ces 100 000 collaborateurs, donc 2 tiers font partie des réseaux bancaires des 14 banques populaires, 15 caisses d'épargne, et l'autre tiers des métiers mondiaux autour de la banque de l'investissement gestion d'actifs via les marques Natixis qui sont connues du grand public. C'est un groupe coopératif, donc c'est important de le comprendre puisque c'est un groupe décentralisé. Donc moi et mon équipe, on anime les politiques RH à destination des banques populaires et des caisses d'épargne en influence, en proposition et en bonne pratique qu'on va partager, que je vais vous partager tout à l'heure au cours de ce webinaire. Nous avons hâte. Merci Claire. Nous avons aussi Anne-Charlotte Buccino, donc, qui est fondatrice et CEO de Yogis Well at Work, qui va nous apporter un éclairage sur voilà, les modalités finalement du bien-être, les usages constatés. Anne-Charlotte, pareil, est-ce que je peux vous laisser le soin de nous présenter Yogis en quelques mots? Bien sûr, Ludivine. Yogi, c'est la première méthode qui a été conçue pour prendre soin de la santé mentale et de la santé physique des collaborateurs au poste de travail, pendant le travail, en tenue de travail, pour soulager et prévenir les impacts du travail digital, du travail sédentaire, de l'hyperconnexion et des écrans. C'est une entreprise qui a fêté ses 10 ans la semaine dernière avec un très fort impact à la fois sur des grands groupes comme le groupe BPCE ou des PME et ETI,
ou dans lesquels on sensibilise les collaborateurs aux bonnes pratiques, aux bonnes techniques pour travailler sans s'abîmer, dans lesquels on forme et on outille les collaborateurs et les managers, et dans lesquels nous certifions des référents, des ambassadeurs, des animateurs Well at Work, qui sont des collaborateurs volontaires pour porter ces bonnes paroles, ces pratiques et ces techniques, et donc améliorer les conditions de travail, les conditions de vie au travail de leurs collaborateurs. Merci à Charlotte. Et pour finir, du coup, autour de cette table ronde, nous avons David Gautron, qui est partenaire expérience collaborateur chez Juliette Serwen et qui nous proposera aussi un retour d'expérience nourri du recul, d'outils, de pratiques autour de la transformation. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, donc j'aimerais vous entendre sur une question simple en apparence, mais finalement qui est peut-être souvent complexe dans la pratique. Pour vous, qu'est-ce que le bien-être au travail et comment se distingue-t-il de l'expérience collaborateur? Claire, peut-être pour commencer. Oui, merci. Alors, s'il fallait donner une définition d'expérience collaborateur, on pourrait dire que c'est l'ensemble des interactions, des perceptions, des émotions qu'un collaborateur va vivre tout au long de sa vie, de son parcours professionnel dans l'entreprise. Donc, ça recouvre aussi bien l'environnement de travail, qu'il soit digital, qu'il soit physique, qu'il soit culturel, les relations avec ses collègues, ses managers, sa hiérarchie, son équilibre vie pro, vie perso et ses opportunités de développement. Donc, pour mon équipe, en tout cas, ça embarque tous les sujets de dispositifs d'écoute, la qualité de vie au travail, bien sûr, tout ce qui est égalité professionnelle, la mission handicap, la diversité, inclusion. Donc, c'est vraiment très large, effectivement, et ça touche à beaucoup de facteurs qui conditionnent le bien-être et l'épanouissement d'un collaborateur au quotidien. Je ne sais pas Merci. si Anne-Charlotte, tu veux rebondir sur la partie bien-être. Oui, bien sûr, Claire. Nous, en tant que prestataire de services, on a une définition beaucoup plus restreinte, au sens où on a développé une méthode qui a sa place dans la prévention secondaire, dans le bien-être au travail des collaborateurs, au sens négatif du terme, c'est-à-dire la suppression autant que faire se peut des tensions, des facteurs de douleur, qui empêchent le travail épanouissant et la performance tout court. C'est-à-dire, autant que faire se peut, la diminution du stress, des impacts de l'hyperconnexion et du travail sédentaire sur la fatigue oculaire, les cervicalgies chroniques, le mal de dos et les tendinites de la souris. Bref, d'un côté, le stress et ses corollaires, et de l'autre côté, les troubles musculo-squelettiques. Ça, pour moi, c'est vraiment la base en termes de pyramide des besoins du collaborateur, c'est supprimer les douleurs, les tensions qui l'empêchent de bien travailler et d'être bien dans son travail. Et puis, on a évidemment une définition plus positive qui est, selon moi, la capacité qu'a le collaborateur, grâce à l'assentiment de son entreprise, de mettre en place des moments de ressources, des moments de récupération individuelle et collective qui lui permettent de prendre soin de sa santé mentale et de sa santé physique au travail et pas seulement lorsqu'il est sorti du travail, lorsqu'il est rentré chez lui. Et pour ça, c'est vraiment, selon moi, le côté, la prise en compte de l'humain au sens de un corps et un cerveau, en plus ou même avant des compétences soft et hard. Alors, merci à toutes les deux. Peut-être, du coup, si voilà, on vient sur le lien donc, entre expérience collaborateur, performance collective. Claire, je sais que vous avez mené chez BPCE des actions assez fortes sur l'expérience collaborateur. Est-ce que vous avez, du coup, finalement, avec ces actions, observé un résultat concret derrière sur, enfin, un impact sur la performance collective? Peut-être dire d'abord d'où on partait, parce que c'est vrai que on a travaillé ce sujet d'abord au-delà d'un sujet RH, hein, d'une façon dans le cadre de notre plan stratégique. Et en 2021, on a constaté que plus de 30% de nos nouveaux entrants ne fêtaient pas leur 3e année d'anniversaire dans une de nos caisses d'épargne ou dans nos banques populaires. Donc c'est vrai que c'était un chiffre assez impactant. On a essayé de comprendre derrière ce que ça induisait en termes de facteurs de départ. Il y a beaucoup de sujets autour de la satisfaction, bien sûr, mais le manque de projection aussi, de lourdeur de la formation, parce qu'il faut savoir que les conseillers clientèle ont beaucoup de formations obligatoires à réaliser quand ils arrivent dans leur métier.
Donc, on a décidé de prendre ce sujet dans le sens, il faut que nos collaborateurs soient à l'aise dans leur métier, avant tout, avant d'être au niveau de satisfaction de leurs clients. Et donc, on en a fait l'objet d'un plan stratégique pour que on travaille sur l'aisance dans son métier dès l'intégration et encourager chaque collaborateur à se développer et à progresser. Et on l'a appelé progresser dans le réseau. Et c'est d'ailleurs un principe, une orientation assez forte qu'on a aussi inscrite dans notre accord groupe pour la gestion de l'emploi et des parcours professionnels. Donc, ce sont des chantiers qu'on continue à adresser pour faire en sorte que compétences et performances soient travaillées au quotidien avec nos managers et qu'on ne regarde pas uniquement nos indicateurs d'activité, mais aussi nos indicateurs de montée en compétences pour que nos collaborateurs soient épanouis dans leur métier. OK. Merci et alors, peut-être pour rebondir, Anne-Charlotte, tout à l'heure, parce que vous parliez de stress, douleur, tension, et ce que l'impact finalement, que cela peut avoir. Donc on parle il y a la performance collective, mais peut-être qu'avant de parler performance collective, il y a aussi la performance individuelle. Hem, voilà, quels sont les impacts et comment, améliorer ça pour derrière, effectivement aller sur des trajectoires, comme l'ont dessiné, par exemple, Claire et ses équipes chez BPCE? Eh bien, ce n'est pas pour rien que cette année, la grande cause nationale, c'est la santé mentale. L'année dernière, c'était la santé physique avec la lutte contre la sédentarité. Et ce sont vraiment des urgences, surtout en particulier dans les modes de travail et dans les environnements de travail sédentaires, où on sent bien que depuis la Covid, depuis la généralisation du télétravail, les troubles musculo-squelettiques qui sont liés à l'inactivité physique et aux longues heures passées assis devant un écran explosent. Et en corollaire, les problématiques de santé mentale liées à l'hyperconnexion, liées au stress, liées à l'épuisement professionnel explosent aussi et représentent un peu plus de 80% des raisons d'absence et d'absentéisme au sein d'une entreprise. Donc c'est évidemment énorme, c'est évidemment très source de désorganisation pour une équipe, ces absences répétées et chroniques. Et aujourd'hui, tout ce que l'on fait est plus axé sur le curatif, la prévention tertiaire, c'est-à-dire la prise en charge d'un trouble quand il est avéré. Alors qu'on s'est bien rendu compte que la prévention, soit primaire avec l'ergonomie au poste de travail, soit secondaire, c'est-à-dire empêcher qu'un inconfort ne devienne une pathologie, c'est évidemment ce qu'il y a de plus efficace et de plus rapide. Mais notre côté français, un peu gaulois réfractaire, fait que bizarrement, on s'occupe de ces problématiques une fois qu'elles sont vraiment très présentes et une fois que c'est un peu trop tard. Et donc, on se rend vraiment compte aujourd'hui chez Yogist de l'importance de mettre en place des techniques de récupération, de prévention, que ce soit au poste de travail, lorsque on est au siège dans un environnement de bureau avec des équipes qui sont présentes sur les plateaux, que ce soit dans des agences bancaires, dans des usines ou dans des magasins en retail, et que ce soit évidemment en distanciel, parce qu'on se rend compte que les populations en télétravail sont encore plus sédentaires, alors qu'en réalité, elles devraient avoir plus de temps pour bouger, faire des pauses, s'aérer, mais en réalité, leurs journées sont encore plus denses, encore plus longues, avec encore plus de visioconférences où on est totalement immobile, et c'est notre cas là d'ailleurs pendant ce webinaire, vous comme nous, enfin vous qui nous écoutez comme nous qui parlons, que lorsqu'on est au bureau. Et donc l'enjeu ici, c'est vraiment de mettre en place à la fois en hybride, ce qui permet de recréer du lien, et en présentiel, des techniques individuellement accessibles à tous, quel que soit l'état de santé, la pathologie, et collectivement acceptées et sponsorisées par l'entreprise, et on va s'en parler tout à l'heure. Parfait, merci. Ça donne envie d'aller tester un petit peu, mais on verra ça peut-être un petit peu plus tard. Du coup, alors j'entends, voilà, un petit peu faire, finalement, être en prévention. Claire, vous parliez aussi des managers. David, avec votre recul de conseil, est-ce que, on peut dire que l'expérience collaborateur aujourd'hui, c'est un sujet stratégique qui va au-delà de la fonction RH, qui vient, du coup cibler manager, mais peut-être aussi, voilà, d'autres entités? Oui, effectivement, le lien, c'est qu'on l'a bien dit là, c'est qu'on s'intéresse beaucoup plus au day-to-day finalement, au quotidien du collaborateur dans sa situation de travail. Je pense que ça ressort bien des propos à la fois de Claire et d'Anne-Charlotte.
Il y a un effet sans doute post-Covid aussi, où avant l'expérience collaborateur était vécue et un peu synonyme du parcours RH dans sa globalité. Là maintenant, on est vraiment beaucoup plus focusé sur tout ce qui fait que dans une expérience un peu à 360 degrés, on est dans de bonnes conditions pour travailler et donc être aussi satisfait de sa situation. Et c'est finalement l'effet démultiplicateur du bien-être qui permet aussi d'être contributif à cette performance collective. Donc, on va aller sur les environnements de travail, sur les sujets d'outils, de culture managériale aussi, on voit. L'idée, c'est d'avoir cette expérience la plus sans couture possible avec des effets d'analogie assez fortes aussi d'une expérience client, d'un collaborateur voilà, client interne un peu devenu. Donc, c'est peut-être ce point de vue aussi, nous, conseil RH, qu'on va pouvoir peut-être aussi designer en termes d'expérience, puis monitorer pour pouvoir le faire évoluer aussi au gré du besoin, certes de l'individu, mais aussi du collectif, pour que ça corresponde aux objectifs de l'organisation. Parfait, merci. Anne-Charlotte, je sais, alors vous avez accompagné BPCE, vous accompagnez aussi de nombreuses organisations sur voilà, les 10 années de recul. Selon vous, finalement, comment on fait pour passer voilà, du bien-être individuel à moteur de performance collectif? Voilà, la bascule se fait. Mhm. La bascule se fait en s'adaptant précisément au contexte et aux enjeux de chaque entreprise. Je vous donne un exemple. On est de plus en plus sollicité par des entreprises qui passent en flex office et en flex working et qui ont besoin de faire revenir les collaborateurs au bureau, de recréer du lien au sein des collaborateurs qui avant étaient dans des bureaux fermés et qui se retrouvent au milieu d'open space avec parfois la guerre pour les salles de réunion, qui ne supportent plus le bruit et ne connaissent pas leurs nouveaux voisins. Donc, on agit par exemple là en événementialisant le retour au bureau, en événementialisant la découverte des nouveaux espaces de travail et en montrant comment, dans des environnements super ergonomiques, super léchés et de super qualité, on peut apprendre à travailler sans s'abîmer dans ces nouveaux espaces et comment est-ce qu'on met en place des techniques pour s'isoler du bruit, être créatif, être concentré et être dans la collaboration. Ça, c'est un des exemples. On a d'autres exemples d'entreprises avec lesquelles on travaille beaucoup. Ce sont, par exemple, les plateaux d'appel. J'étais chez la CARSAT Sud-Est ce matin à Marseille avec des plateaux de téléconseillers qui répondent au téléphone absolument toute la journée, qui répondent aux usagers, qui absorbent énormément le stress, qui doivent garder une attitude extrêmement professionnelle, extrêmement patiente, répondre aux questions et donner une information de qualité et qui font parfois éponge et qui sont aussi sujets à énormément d'absentéisme et de turnover. Et donc, comment à ces populations-là, on leur donne les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour gérer leur stress et celui de la personne au bout du fil, pour rester résilient et créatif, et puis pour faire en sorte de ne pas finir avec une lombalgie qui est souvent corollaire de 3 mois d'arrêt de travail, alors que ça peut vraiment être évité par une activité physique régulière. Ben ça, c'est vraiment des cas d'usage auxquels on va s'atteler pour imaginer le bon dispositif pour promouvoir des pauses actives. Et une pause active, c'est ce que recommandent les experts anti-sédentarité aujourd'hui et sur la santé mentale. C'est 5 minutes, idéalement toutes les heures, mais en tout cas régulièrement. 5 minutes de pause active où on va bouger, se lever, respirer, s'étirer. C'est plus 30% en créativité, en patience et en capacité de collaboration, et moins 30% en tension musculaire, en stress et en fatigue ressentie. Et donc, c'est des petites choses comme ça, mais qui sont énormes lorsqu'on les met en pratique. Et le dernier exemple dont je voudrais vous parler, qui est très loin de celui des grandes tours de la défense et du monde bancaire, par exemple, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec un acteur de la logistique qui nous a demandé de mettre en place quelque chose de spécifique pour ces conducteurs de poids lourds qui sont sur la route toute la semaine, qui conduisent entre 7 et 11 heures par jour, qui dorment dans leur cabine sur des aires d'autoroute et qui en plus transportent des marchandises à très très haute valeur. Et donc, comment est-ce qu'on pouvait, pour eux, intégrer des techniques de récupération au volant dans leur cabine sur l'aire d'autoroute, avant, après une manutention ou une livraison? Ça, c'est quelque chose qu'on a imaginé avec eux et qu'on a carrément tourné avec un ambassadeur, avec un cobaye
conducteur de poids lourd, hein. C'était pas moi qui étais sur des capsules vidéo, évidemment, ça aurait eu beaucoup moins d'appropriation et d'impact. Et on a sensibilisé toute la chaîne de valeur de l'entreprise, depuis les mécaniciens jusqu'aux fonctions support, jusqu'aux conducteurs, en formant des formateurs internes qui passent les bons messages et les bonnes pratiques. Donc, on s'adapte à chaque environnement de travail, à chaque métier, à chaque contrainte et à chaque enjeu. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ensuite, le bien-être individuel devient un rituel collectif promu, propulsé par l'entreprise et qui devient partie intégrante de l'ADN de l'entreprise. Merci. Du coup, alors Claire, vous nous parliez tout à l'heure de votre point de départ et peut-être dans vos équipes, quand on parle voilà, de comment vous le voyez finalement s'incarner, ce lien juste mentionné préalablement par Anne-Charlotte. Est-ce que vous avez un cas, par exemple, voilà, pour nous illustrer? Alors déjà, juste, je suis en phase avec ce que disait Anne-Charlotte, d'autant que nous, au niveau du siège du groupe, on est passé en flex office, hein, il y a quelques années, et que toutes ces problématiques, c'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est aussi rencontrés avec Anne-Charlotte, sont très présentes. Et je voudrais dire juste qu'aussi, je pense qu'il y a aussi il y a aussi un rôle important du rituel des équipes et le rôle du manager dans ces rituels d'équipe, parce que quel que soit l'environnement physique dans lequel les équipes sont, c'est important aussi que les managers accompagnent leurs collaborateurs au quotidien pour justement proposer des moments privilégiés, conviviaux, répartissent la charge de travail. Enfin, voilà, ça paraît des classiques, mais c'est aussi l'attention qu'on peut porter au travail et à la charge de chacun des collaborateurs qui fait que individuellement et ensuite collectivement on est performant. Alors oui, je voulais prendre un exemple par rapport à nos fameux conseillers clientèle qui peuvent être parfois être en difficulté face à leurs clients. Alors c'est des situations, je pense, du quotidien que vous pouvez connaître aussi. C'est par exemple vous avez un conseiller clientèle voilà, qui doit négocier un crédit immobilier avec un client ou lui vendre une assurance vie. Et parfois, ce conseiller, parce qu'il est débutant, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été en exercice sur ce sujet, pas forcément à l'aise. Et donc, c'est là qu'on voit le lien direct entre le bien-être dans son métier d'un conseiller et l'impact direct sur la qualité de l'interaction qu'il peut avoir avec son client. S'il est mal à l'aise, s'il n'arrive pas à relancer son client, s'il ne connaît pas les solutions de sa banque populaire ou de sa caisse d'épargne, ça le met en difficulté. Donc, nous, en fait, ce qu'on a proposé, parce que c'est des situations qui arrivent, c'est que ce conseiller puisse effectivement en parler avec son manager, mais puisse avoir des solutions, des outils directs pour l'aider et qu'il puisse se diagnostiquer sur cette compétence. Donc, par exemple, il va aller faire un petit diagnostic de 5 minutes sur comment gérer un crédit IMO. Ça va lui donner des propositions de parcours de formation personnalisée. Donc, par exemple, un petit e-learning simplement pour le mettre à niveau sur la solution de sa banque populaire et de sa caisse d'épargne. Et juste de façon rapide, ça va lui permettre de façon personnalisée d'aller monter en compétence sur un sujet sur lequel il peut être en difficulté. Donc, on se dit que ça lui permet de façon rapide, sans passer par des formations collectives, massives qu'on connaît tous, qu'on a tous connues dans notre carrière, de l'aider à progresser sur des compétences ciblées. C'était un peu un sujet de symétrie d'attention entre des clients qui ont aujourd'hui des parcours personnalisés sur leurs solutions et nos collaborateurs qui, en interne, n'en ont pas toujours. C'était de se dire, voilà, on se met au niveau des compétences de nos collaborateurs pour leur proposer des solutions et de progresser ainsi. Donc, ils progressent, ils se sentent plus à l'aise et donc, on a davantage de satisfaction client et donc de performance. C'était un peu comme ça qu'on faisait le lien dans ce programme Progresser dans le réseau. D'accord, merci pour ce partage. Alors, je vais vous demander peut-être voilà, quelques informations après sur finalement concrètement comment on prend soin du corps et de l'esprit. Mais avant, du coup, Anne-Charlotte, vous avez parlé de pause active. Vous avez montré quelques photos aussi tout à l'heure et je me demandais si on avait la possibilité peut-être pour nous aussi gagner ces fameux 30% dans la journée, de faire un petit exercice ou deux en peut-être 5 minutes, 10 minutes maximum pour voilà, nos participants qui sont là et qui profitent de ces bénéfices aussi. Oui, bien sûr, je détesterais que nous soyons les cordonniers mal chaussés quand on vous parle de bien-être au travail et que nous soyons totalement immobiles et passifs derrière nos écrans et qu'on vous oblige à faire la même chose, vous qui nous écoutez. Donc oui, bien sûr, faisons ça ensemble. Et j'ai été très sensible à ce que Claire a dit sur le rôle des managers. Je pense que ceux qui nous écoutent sont sans doute en position de responsabilité avec des équipes et des collaborateurs. Et donc l'importance et l'urgence, c'est vraiment de prendre soin du manager, d'apprendre au manager
manager à prendre d'abord soin de lui pour qu'il puisse ensuite d'abord ne pas diffuser son stress sur les strates autour de lui et prendre soin également et prendre en considération le corps et le cerveau de ses collaborateurs. Et donc, c'est vraiment la première étape, je crois, et vous avez très bien dit cela, Claire, d'être à l'aise avec les process de son entreprise et en connaissance de son information et d'avoir une sensibilisation à ces sujets avec les managers. Et donc, vous avez raison, mettons-nous tout de suite en action, mettons en application ce que nous prenons. Je me dis que nous sommes vendredi, il est bientôt midi, vous avez passé une semaine entière à faire des webinaires pour la semaine de la transformation chez Juliette Serwen. Vous qui nous écoutez, vous avez sans doute passé votre semaine aussi en visioconférence, en call ou en réunion. Bref, vous êtes resté très longtemps assis avec les yeux écarquillés par la lumière bleue des écrans. Je me dis que la première chose que l'on peut faire, c'est un exercice pour les yeux contre la fatigue oculaire, puisque si nos yeux nous lâchent, on aura bien du mal à continuer à travailler et à écouter des webinaires passionnants, et ce sont les premiers muscles qui sont en contact permanent avec les écrans. Donc, pour travailler la fatigue oculaire, je vais vous proposer un exercice tout simple, et puis ensuite, on parlera sans doute de votre cou, et on fera un petit exercice de concentration si vous en êtes d'accord. Pour travailler vos yeux, on va faire bouger vos muscles. Parce que bouger, le mouvement, c'est la première chose à faire lorsqu'on reste assis immobile beaucoup trop longtemps, y compris pour les muscles des yeux. On va écrire le mot transformation, puisque c'est le thème de notre webinaire, avec nos yeux, comme si c'était la pointe d'un stylo. Alors Claire sourit parce qu'elle sait exactement à quelle sauce elle va être mangée. Vous aussi, n'ayez pas peur, ça va très bien se passer. On va vraiment utiliser nos yeux sans bouger la tête et ou la pointe de notre doigt pour tracer les lettres du mot transformation dans l'espace devant nous. Attention, deux règles du jeu ici. On va tracer des très grandes lettres, des majuscules les plus immenses possibles pour vraiment utiliser toute la mobilité des yeux. Et on va respirer, inspirer, expirer une fois par lettre, ce qui permet d'avoir ce double effet qui se coule, d'à la fois apaisement du stress, stimulation du système nerveux parasympathique par la respiration, et en même temps renforcement des muscles par le mouvement. Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai raconté là, ne vous inquiétez pas, il vous suffit de vous laisser guider. Vous allez juste vous redresser un petit peu sur votre siège, baisser un petit peu vos épaules loin de vos oreilles, parce que quand on regarde un ordinateur, on est souvent avec les épaules dans les oreilles, on oublie qu'on a un cou, et c'est là en particulier que les tensions se font ressentir en premier. Puis vous allez respirer tranquillement par le nez, par le ventre. Et on va écrire transformation, soit avec les yeux, soit avec votre doigt, et vous suivez votre doigt des yeux. On y va. Inspirez, vous passez du bas et vous remontez à la verticale vers le haut pour le T. Expirez, une grande barre à l'horizontale pour le T. Inspirez, vous partez du bas, vous montez à la verticale au centre pour le R. Expirez, une très grande boucle vers votre droite à vous pour le R, puis vers le bas. Inspirez, vous partez de votre gauche et vous montez en diagonale vers le haut et vers le centre pour le A. Expirez, vous descendez vos yeux sans bouger la tête, j'en vois qui triche, vers la droite et vous faites un grand trait à l'horizontale pour le A. Inspirez, vous partez du milieu, vous montez à la verticale pour le N. Vous descendez en diagonale vers la droite et vers le bas pour le N. Et en expirant, vous remontez à la verticale. Fermez les yeux quelques secondes parce que déjà, vous devez sentir que ça tire derrière les yeux, dans le front, peut-être même dans la base du crâne. Et on va repartir du haut et de la gauche en inspirant vers le haut, une très grande boucle pour le S. Et en expirant pour le S, une très grande boucle vers le bas. Inspirez, vous repartez du bas et vous montez à la verticale pour le F. Tenez bon, vers le haut. Expirez, un trait à l'horizontale vers la droite et un deuxième pour le F. Inspirez, vous partez du bas, vous montez vers le haut, une très grande boucle pour le haut, en expirant vers le bas. On continue avec le R, inspirez vers le haut, expirez vers la droite, une deuxième boucle, et vers le bas. Allez, on y est presque. Inspirez, vous montez en haut pour le M à la verticale, puis en diagonale au centre. Puis vous remontez en expirant vers la droite et en haut, et vous descendez vers le bas. Inspirez, vous partez du bas et de la gauche vers le centre en diagonale pour le A. Expirez vers le bas et la droite pour le A, et un petit trait
à l'horizontale. Fermez les yeux quelques secondes pour les reposer, quelques instants. Je sais que le yoga des yeux comme ça peut être assez déconcertant, voire désagréable. Si c'est le cas, c'est que vous en avez besoin. Allez, on repart pour le sion. Inspirez, vous montez vers le haut à la verticale pour le T et un grand trait à l'horizontale pour le T. Inspirez, vous partez du haut et vous allez vers le bas pour le I en inspirant et en expirant, vous remontez pour le I. Inspirez, vous partez du haut et une très grande boucle vers le bas pour le haut. Une très grande boucle en expirant vers le haut et par la droite. Et vous allez inspirer, prendre tout votre temps pour tracer le dernier N vers le haut, puis en diagonale vers le bas et la droite, et vers le haut une dernière fois en expirant. Ok, vous avez tous bien bossé, fermez les yeux pour les reposer quelques secondes. Et on va maintenant les étirer et les reposer. Vous allez tracer de grands cercles vers la droite avec les yeux fermés pour sentir les globes oculaires rouler derrière vos paupières. Ça permet de les étirer, de les relâcher, mais surtout de les réhydrater parce que quand on est dans un environnement pollué avec de la climatisation ou tout simplement quand on oublie de cligner des yeux devant son ordinateur toute la journée, le syndrome des yeux secs se fait assez rapidement sentir. Donc là, on vient répartir le film hydrolipidique qu'il y a derrière les paupières sur la cornée. Changez de sens. Encore 3 grands cercles vers la gauche cette fois-ci. Je dois vraiment voir vos yeux rouler d'ici. Vous êtes parfait. Dernière fois. Et puis vous allez cligner plusieurs fois des yeux pour les rouvrir et les réhabituer à la lumière. Faites le Betty Boop. Vous demandez un service à quelqu'un, vous clignez des cils, vous battez des cils. Ok, super. Ça va les yeux? Vous avez senti la petite barre dans le front peut-être? Ouais. Ouais, non, Ça, ça. ça peut être typiquement un rituel individuel ou collectif à partager avec votre équipe. Le matin, vous arrivez au bureau, le temps que tous vos logiciels s'ouvrent sur votre ordinateur, le temps que tout ça s'allume, vous prenez 30 secondes simplement pour travailler ses yeux, parce que c'est votre principal outil de travail qui va vous permettre de travailler à l'ère du digital. On fait un mini exercice pour le coup, peut-être, avant de reprendre nos échanges. On est bon en niveau timing, Ludivine? On est tout bon avec un petit exercice. Bon, C'est parce super. qu'on a quelques petites tensions, alors on en profite. C'est ça, en plus, la fatigue oculaire peut être vecteur de tension dans le cou, tout simplement parce que quand les yeux fatiguent, qu'est-ce qui prend le relais sur l'écran? C'est le menton. On fait la poule devant son écran, vous savez, ou le dindon, ou ce que vous voulez. Mais en tout cas, on crée énormément de tension ici dans les cervicales. Donc, c'est hyper important de travailler cette zone-là parce que les cervicalgies ou le tech-neck qui arrive quand on passe sa journée comme ça, ou quand on casse la tête pour regarder ses emails vers le bas, parce que personne ne regarde ses messages avec le smartphone au niveau de la tête, eh bien ça multiplie par 2 le poids de la tête ressenti sur les trapèzes. C'est comme si vous portiez un poids de 12 kilos, quasiment un enfant de 2 ans, toute la journée sur les épaules. C'est sacrément lourd, donc pas étonnant qu'à la fin de la semaine, on ait juste envie d'aller se faire masser les trapèzes et les omoplates. Mais bon, là, on est encore au bureau, donc on va se débrouiller autrement. Je vous montre un exercice très simple, ça s'appelle la prise de tête, justement pour ne pas se prendre la tête avec son équipe. Vous allez inspirer par le nez et placer la main droite sur l'oreille droite, sauf si vous avez un casque et des écouteurs, eh bien vous pouvez placer la main un petit peu en avant sur la tempe pour pouvoir continuer à nous écouter. Vous inspirez, vous allongez la tête vers le plafond et en expirant, vous poussez la tête vers la droite, comme si la tête voulait se décrocher et partir vers la droite. Mais la main n'est pas d'accord, la main résiste et essaie de ramener la tête vers le centre. Et là, vous devez sentir que les petits muscles des 2 côtés du cou se mettent à travailler ici. Ne forcez rien, pas de prise de tête, vous gardez les yeux fermés et vous respirez 3 fois. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, expirez. Vous relâchez la main, vous ramenez la tête au centre, on fait la même chose de l'autre côté. Vous allongez le sommet du crâne vers le plafond, vous placez l'oreille gauche, enfin la main gauche sur l'oreille gauche ou sur la tempe gauche, et en expirant, vous poussez la tête à gauche, mais la main résiste et essaie de ramener la tête au centre. Et là, vous sentez que ça travaille des 2 côtés. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. David, comme cobaye, c'est pas terrible. Inspirez, expirez.
Vous relâchez la Un main, microphone prêt, tu vois. Voilà. vous ramenez la tête au centre. On va faire la même chose et là, tu vas pouvoir le faire en entrelaçant les doigts des deux mains à l'arrière du crâne. Inspirez, allongez la tête vers le plafond. Expirez, placez le menton vers la poitrine. Vous regardez sous vos pieds, sous votre chaise. Et là, vous allez inspirer et amener la tête vers l'arrière, comme si vous vouliez redresser la tête, mais les mains résistent et appuient tout doucement sur la tête vers le bas. Et là, vous devriez sentir que ça travaille et que ça tire depuis la base du crâne jusqu'au milieu du dos, précisément là où on a des tensions, surtout quand on est sur un écran. Allez, on inspire et on expire. Profitez-en, c'est cadeau. Si les gens vous regardent bizarrement dans l'open space, vous pourrez leur expliquer tout à l'heure que vous faisiez l'exercice de la prise de tête contre les cervicalgies chroniques liées aux écrans. Une dernière fois, inspirez. Une dernière fois, expirez. Relâchez les mains, ramenez la tête au centre. Et là, vous devez sentir une douce chaleur se diffuser dans votre cou alors qu'on n'a pas fait grand-chose. On a juste fait un étirement, enfin un renforcement isométrique. Et juste pour parfaire l'effet de soulagement et de prévention, vous allez, pendant juste 30 secondes, relâcher vos mains vers le bas. Inspirez, allongez la tête vers le plafond. Et on va faire le métronome. Vous laissez la tête tomber vers la droite. Votre droite à vous, l'autre droite. Voilà, c'est ça. Et là, vous devez sentir que ça tire dans le côté gauche du cou, dans l'épaule gauche, le long du bras gauche. On laisse juste faire la gravité et le poids de la tête. Fermez les yeux, profitez-en, respirez un peu. Vous devez sentir que ça tire jusque dans la main. Puis vous inspirez, vous ramenez la tête au centre. Expirez, laissez-la tomber de l'autre côté. Ouh là là, ça descend beaucoup moins bas, ou ça tire beaucoup plus de ce côté-là, n'est-ce pas? Alors savourez, profitez-en, sentez ce qui se passe dans tout le côté droit jusque dans le bras droit. Inspirez, ramenez la tête au centre. Expirez, menton vers la poitrine, vous regardez vers le sol. Et à nouveau, vous amenez votre épaule gauche. Non, je recommence. Votre oreille gauche vers votre épaule gauche, en gardant le menton bien bas. Et vous sentez que ça tire dans le côté arrière droit du cou. Précisément là où vous aimeriez bien vous faire masser, là dans le trapèze. Et puis vous ramenez la tête au centre. Et on fait la même chose de l'autre côté. L'oreille droite vers l'épaule droite. Et vous sentez ce qui se passe dans tout le trapèze gauche. Respirez, savourez. À nouveau, vous expliquerez aux collègues autour de vous ce que vous étiez en train de faire. C'est de la prévention des cervicalgies chroniques. Et en plus, une fois qu'on a fait ça 3 fois, on peut redresser le menton, ramener la tête au centre. Et vous allez voir que ces pauses actives de 5 minutes toutes les heures ou au moins une fois par jour pour démarrer, ça a un effet immédiat sur la créativité, la clarté d'esprit et le niveau de fatigue à la fin de la journée. Testez, vous nous direz. Merci d'avoir joué le jeu avec moi, mes 3 cobayes. Merci beaucoup, Anne-Charlotte. En tout cas, on sentait là où vous me disiez que ça Mm. chauffait, etc. Pour moi, c'était le cas. Et puis, du coup, on a une audience bien réveillée et prête à écouter la suite. Merci beaucoup, du coup, pour déjà ces petits exercices qu'on va pouvoir réutiliser dans notre quotidien. Si je me tourne maintenant sur quels autres, finalement, enfin, question pour tous, mais concrètement, quels autres rituels, outils on peut mettre en place finalement pour apporter du bien-être à nos collaborateurs et finalement, par ricochet, renforcer la performance des équipes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement, les astuces qu'on partage avec notre audience? Alors peut-être, je me permets de prendre la parole à la suite de l'exercice qu'on a fait avec Anne-Charlotte, c'est-à-dire que nous, groupe BPCE, on est aussi la Banque du Sport. On était le partenaire premium des JO en 2024. Et dans cette lignée, on continue à animer cet héritage autour du sport dans notre entreprise. Et c'est vrai qu'on s'appuie sur un réseau d'ambassadeurs, de relayeurs du sport qui sont là au sein des entreprises en transverse pour aussi diffuser ces bonnes pratiques, ces exercices qui sont parfois appris d'ailleurs auprès d'Anne-Charlotte et de les animer d'ailleurs dans des conditions, des occasions qui peuvent paraître un peu incongrues, mais ça peut être le cas dans un séminaire de direction, ça peut être le cas dans un séminaire de 50 personnes qui réunit des managers, parce que ça permet de faire une pause justement et de sensibiliser aussi sur la lutte contre la sédentarité
qui est quand même un gros sujet dans nos organisations. Et puis, par ailleurs, on anime beaucoup d'initiatives, de conférences autour de la santé mentale, dont parlait Anne-Charlotte aussi. On a aussi un sujet important autour des aidants, puisque ce sont aussi des collaborateurs qui sont particulièrement en tension dans leur vie personnelle aussi. Donc voilà, ce sont des bonnes pratiques qu'on essaye de diffuser avec aussi des volontaires dans chacune de nos organisations. Peut-être pour compléter ce que dit Claire aussi à la Mag équipe, hein, parce que ça fait bien sens à la fois avec l'exercice d'Anne-Charlotte et puis aussi cette logique de le faire vivre en collectif. Nous, on a le cycle code que certains d'entre vous, hein, connaissent puisque vous êtes nos clients, qui est sur cet acronyme du C de canaliser, donc d'être plus sur assumer cette partie outillée, digitale, voilà, qu'on le soit au bureau ou à distance, qui a pris vraiment beaucoup de place, le haut pour organiser notamment ces rituels dont tu parlais tout à l'heure, Anne-Charlotte, et de se recréer des temps de collectif assez programmatifs finalement, en se disant que ça fait complètement partie de la journée type, hein, de travail. Et aussi d'aller chercher avec nos équipes plus leadership et management la partie D, de détecter les signaux faibles. Parce qu'effectivement, l'ambivalence de ne pas avoir tout le monde sur site au même moment, c'est aussi perdre, on parle de sérendipité, mais au-delà de ça, tous ces petits points d'accroche qu'on pouvait avoir en interpersonnel ou en lien avec différentes personnes en fonction des situations. Donc, d'y être très vigilant et de le poser comme étant aussi important que l'outillage, l'espace de travail. Et puis le E qui est complètement dans ce que vous venez de décrire, qui est de énergiser les collectifs en se disant que on le voit nous aussi dans nos baromètres. Finalement, on revient au bureau plus pour le facteur social, et il faut peut-être l'assumer et en profiter, que vraiment pour du transactionnel métier et professionnel. Et que du coup, programmer des temps voilà, d'échange en collectif, ce retour un peu tu parlais d'événementialisation un petit peu, hein, de l'expérience au travail, on y croit fort aussi et que c'est complètement partie prenante d'une expérience collaborateur réussie. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est effectivement les demandes qui nous sont faites en priorité, que ce soit au sein du groupe BPCE, hein, avec la Caisse d'épargne Hauts-de-France ou BPAK du côté du Sud-Ouest, avec lesquels on a travaillé au mois de juin, c'est cet enjeu de recréer du lien en présentiel, un peu plus qu'en webinaire d'ailleurs, hein. Le webinaire a été vraiment eu le vent en poupe pendant les 5 ans qui ont suivi le Covid, mais aujourd'hui, on cherche vraiment à créer du lien au sein des équipes, à faire en sorte que les journées qu'ils passent au bureau soient dédiées non pas à des rendez-vous externes, mais à des pratiques internes. Et donc, quand on est passé à la Caisse d'épargne de France, eh bien, ce qui a été très, très apprécié, c'est nos passages en nomade, en commando au sein des open space pour aller voir directement les collaborateurs à leur poste de travail et leur montrer en 15 minutes chrono comment travailler sans s'abîmer, comment recharger leur batterie avec leurs collègues, ce qui leur a permis vraiment de créer de la cohésion, mais aussi au sein d'équipes d'une quinzaine jusqu'à une trentaine de personnes, jouer avec des cartes sur le modèle de la fresque du climat, mais avec un jeu qu'on a créé qui s'appelle le jeu Well at Work, qui permet de libérer la parole sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les modes de travail, les conditions de travail de chacun, qui permet en fait d'appréhender les obstacles et les tensions de l'équipe individuellement et collectivement, et de réfléchir par des pratiques individuelles et collectives à instaurer des rituels qui permettent de les prévenir et de les atténuer. Et ça, c'est vraiment effectivement ce qui permet de sensibiliser efficacement et d'infuser quelque chose dans l'ADN de l'entreprise. Et puis ce que tu disais, Claire, hein, sur les réseaux de bienveilleurs ou de relayeurs qui ensuite prennent une partie de la mission QVCT au plus près du terrain, ça, c'est vraiment pour moi ce qui change la donne, parce que ça nous permet de rendre les organisations autonomes, de insuffler ces bonnes techniques au plus près du terrain. Et aujourd'hui, on a une formation certifiante chez Yogis qui permet d'outiller qui que ce soit pour intervenir pendant un CODIR, pendant un COMEX, pendant une réunion d'équipe ou pendant n'importe quelle occasion de la vie quotidienne au bureau. Merci. Alors, Claire, on a David, Anne-Charlotte, d'ailleurs, vous avez aussi mentionné un moment dans l'intervention jusque-là, la partie management. Finalement, quand on parle voilà, d'un point de vue de transformation,
Comment on peut accompagner les managers, les outiller pour qu'ils deviennent, eux aussi acteurs, qu'ils accompagnent leurs équipes, et qu'ils puissent avoir, du coup, voilà, peut-être cet impact sur le bien-être individuel et puis, derrière sur la performance collective de leur équipe. Je pense que ça paraît basique, mais c'est vrai que l'écoute et l'empathie de nos managers, elle est indispensable dans cet exercice. Après, il faut faire en sorte de les impliquer dans la co-construction d'initiatives avec leurs équipes. C'est ce qu'on essaye de faire en les outillant aussi, notamment sur la mesure et l'écoute de l'impact de leurs actions sur leurs équipes. Donc, c'est vrai que nous, on a pris une décision dans le cadre de notre plan stratégique, c'est de faire en sorte que chaque banque populaire, chaque caisse d'épargne déploie une enquête annuelle qui s'appelle Great Place to Work, qui est une enquête connue du marché, mais qui s'incarne au travers de la qualité de l'accompagnement managérial autour de piliers qui sont l'équité, la fierté, la convivialité, le respect. Et c'est vraiment des valeurs aussi qu'on veut insuffler au travers de nos managers. Et du coup, ils doivent se saisir en fait de ces résultats de cette enquête pour co-construire avec leurs équipes des plans d'action et les mettre en œuvre. Donc, je pense que c'est vraiment une pierre angulaire importante. Et puis ensuite, plus ponctuellement, on est attentif, RH et manager, à ce qu'on appelle les moments clés du collaborateur. C'est-à-dire, c'est des moments un peu critiques dans la vie d'un collaborateur, son arrivée dans l'entreprise, son retour après une longue absence, après un congé maternité ou même un départ à la retraite. Et donc ça, on vient le mesurer via des outils qu'on appelle chez nous des pulses, c'est-à-dire on vient mesurer la température, le pouls du collaborateur au moment de ces moments clés pour aussi en tirer des conséquences sur la façon de l'accompagner de façon personnalisée. Donc voilà, ces deux dispositifs en exemple qui sont un peu complémentaires et qui sont aussi à la main des managers chez nous. Et peut-être que le passage du baromètre annuel à un sacro-saint qu'on a tous connu en Pulse dit quelque chose aussi dans cette volonté de bien gérer les irritants entre deux écoutes, de voir quel plan d'amélioration continue on peut avoir en place. Et même dans son administration, c'est de moins en moins les RH et de plus en plus les managers, hein, finalement, y compris de proximité, qui s'en emparent. Et c'est sans doute très heureux pour aussi voilà, prendre des initiatives, mettre des choses en place et ensuite les consolider à la maille et pas forcément être dans des logiques qu'on a tous connues très descendantes et sans forcément beaucoup d'effets dans le quotidien des collaborateurs. Et je rejoins ce que vous dites sur la nécessité de former et d'outiller les managers. C'est évidemment la première étape indispensable. Sinon, si on outille les collaborateurs sans que les managers soient d'accord, il y a toujours cet effet de ah ben, tu prends encore une pause, tu as pris ton après-midi, c'est du temps perdu sur le travail. Alors que la prise de conscience du bien-être au travail comme d'un vecteur de ROI positif, c'est vraiment la base de la base de la base. Et donc, chez Yogist, on insiste toujours lorsque on lance une démarche avec une entreprise pour intervenir auprès du comité de direction ou du COMEX. Parce qu'il n'y a pas de raison que les dirigeants n'aient pas eux aussi mal au cou, au dos et des problèmes à s'endormir la nuit. Et donc, s'ils sont conscients de l'impact que ça a sur eux et sur leur performance individuelle, ils en seront encore plus convaincus pour ceux de leurs équipes et ils seront à minima non obstacles et au maximum diffuseurs de ces bonnes pratiques et de ces bonnes techniques. Et c'est pour ça que je trouve que toutes les formations sur le leadership et le management doivent impérativement avoir une brique sur le bien-être au travail, le leur et ceux de leurs équipes, parce que ça leur permet vraiment de prendre conscience de ça et de réfléchir à ce qu'ils peuvent mettre en place ensuite en fonction de leurs valeurs, en fonction de leur style de management et en fonction de leur métier et de leurs contraintes pour leurs collaborateurs. Je vous donne un exemple. Hier, j'étais avec des managers chez Carrefour sur un programme de leadership autour de la résilience. Eh bien, on a évidemment commencé par prendre 3 heures sur la résilience, qui est un facteur très, très physique et très mental, et ensuite seulement sur la résilience comme un facteur de leadership et de management de leurs équipes. On intervient au programme F de Danone auprès des talents féminins, et ce sont évidemment elles qui sont ensuite les plus grandes diffuseuses de ces techniques de bien-être au travail auprès de leurs collaborateurs et de leurs équipes. Et idem chez Saint-Gobain avec des
patrons d'usines et de business unit dans le monde entier. Dans le programme de leadership qui a 3 cohortes par an, il y a toujours une session Well at Work avec Yogis et de laquelle ils ressortent très étonnés en se disant je ne m'attendais pas du tout à avoir ce sujet-là traité dans un séminaire de leadership, mais en même temps extrêmement conquis et satisfaits parce que, encore une fois, on touche à la base des besoins de la pyramide et si eux n'ont pas cette conviction, jamais ils n'iront la diffuser le long de la pyramide. Merci à tous les trois. Peut-être une dernière question, David. Comment finalement une organisation, elle peut objectiver le bien-être de l'expérience collaborateur? Quels indicateurs elle peut mettre en place et puis quels signaux suivre? Alors, il y a pas de miracle non plus, hein, mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde s'est posé ces questions-là un petit peu suite au Covid, en mettant en place des observatoires du travail hybride, hein, ça a différents noms, de comment on fait parler ce qu'on peut avoir comme indicateur à la maille individuelle et contributif, voilà, à la performance collective. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas opéré de baisse de performance globale des entreprises, hein, ce qui était vous vous souvenez des grandes questions de sortie de Covid, avec la mise en place du travail distanciel et son avènement, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est que c'est déjà bien faire parler les indicateurs RH, comme le disait Claire, c'est que voilà, le turnover, l'absentéisme ou en version positive, la rétention, les grands moments de vérité finalement que vous décriviez là sur un parcours RH, bah, ils peuvent s'évaluer. Sans doute que l'entretien annuel est un bon moment aussi qu'on n'a peut-être pas assez sanctuarisé pour aller chercher ces effets d'équilibre vie pro, vie perso et réinterroger un petit peu cette notion d'évaluation de l'activité en situation. Après, ce qui est intéressant aussi peut-être dans le Pulse, c'est que on a bon, il y a l'indicateur INPS, d'autres suivent le taux d'engagement. Bon, souvent, parfois à la décimale près, hein, de plus en plus, donc on voit des choses très, très précises. Après, c'est quand même aussi pouvoir personnaliser ces écoutes-là. On sait que maintenant, on peut descendre à des mailles de 7 répondants tout en conservant l'anonymat, enfin avoir des choses quand même très robustes et à la fois très agiles pour aller vérifier à la maille de l'équipe les choses. Sans doute que la meilleure chose, c'est quand même de pouvoir, certes, suivre des indicateurs, mais vérifier qu'on puisse mettre des actions tout de suite et maintenant en fait en place. On parlait d'un pyramide de notre bon vieux Maslow, voilà, appliqué aux collaborateurs. On est quand même dans cette logique que si on ne traite pas les irritants clés, ce que nous on va appeler les essentiels, c'est dur après de construire des choses dans la durée. Pour personnaliser, pour innover, il faut déjà être sûr voilà, de ce socle de départ. En tout cas, on a pas mal de faisceaux d'indicateurs qui peuvent parler entre eux. Encore faut-il voilà, trouver cet espace de dialogue entre chacun. Ouais. Merci. Alors, je vois une question du coup qui a été posée et n'hésitez pas si vous en avez d'autres, on a encore quelques minutes. C'est sur comment reconnaître finalement un environnement de travail où le bien-être des salariés est amélioré et principalement du coup avec ce contexte à distance. Voilà, est-ce qu'on a quelques clés? Je ne sais pas qui veut prendre cette question du coup. Alors, comment on le reconnaît? Hein, peut-être reformuler la question, mais comment on le reconnaît? En fait, je pense que c'est aussi une force de l'habitude. En fait, nous, quand on a lancé le travail en hybride, et puis aussi parce qu'on est un environnement multisite, on s'est dit que c'était pas quelque chose d'acquis et qu'il fallait aussi former nos collaborateurs et nos managers à ce mode de fonctionnement, qu'il est particulier aussi. Et après, comment on le reconnaît par rapport à la performance des équipes? Nous, on a décidé de ne pas être sur des indicateurs très formels, c'est-à-dire le temps de connexion, ce genre de choses, pour justement laisser de la liberté aux collaborateurs en termes d'organisation. Et comme le disait David tout à l'heure, on n'a pas identifié de baisse de performance ni de baisse d'activité sur nos indicateurs clés. Donc c'est aussi comme ça que on mesure la chose. Après, nous, on est assez
assez encourageant sur l'accord de télétravail au niveau du siège, puisque on a un accord de télétravail qui est assez large et on laisse la possibilité aux collaborateurs de décider ses journées de télétravail. Donc c'est quelque chose qui est aussi assez impactant et qui donne aussi, comment dire, un signal de la direction comme quoi on laisse la possibilité et l'autonomie, parce que l'autonomie est aussi un vecteur important, je pense, sur le bien-être du collaborateur pour savoir comment il veut s'organiser. Et donc, on n'impose rien aujourd'hui en termes de nombre de jours de télétravail. Voilà, je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'était pour donner peut-être quelques clés sur la façon dont nous, on le gérait au sein du groupe. Merci Claire, mais c'est intéressant aussi d'avoir ce feedback sur les accords de télétravail où on sait que c'est un sujet en ce moment voilà, qui fait débat. On a une autre question qui est donc comment articuler le bien-être du collaborateur et la digitalisation croissante qui empiète sur le lien humain. Alors ça, je veux bien répondre, si vous en êtes d'accord. On s'est rendu compte chez Yogis que toutes les démarches aujourd'hui de bien-être au travail qui se passaient sur le mode du volontariat à l'heure de déjeuner avec des ateliers ouverts à tous, ça ne fonctionnait évidemment pas et qu'en fait, pour mettre du bien-être au travail digital à l'ère du digital, il fallait le faire digitalement. On n'a pas trop le choix, même si le serpent se mord la queue. Et du coup, on a pas mal de bons retours avec nos clients lorsqu'on a mis en place des modules de e-learning au sein des parcours de formation e-learning, par exemple. Lorsqu'on a mis des pauses actives au sein des visioconférences et des webinaires qui sont en hybride. Bref, en intégrant en fait ces micro-pauses actives et ces techniques de récupération et de ressources dans le même format que le travail des collaborateurs, là, on va vraiment avoir un impact sur eux. Je vous donne deux exemples. L'Académie du digital de la RATP met en place un e-learning avec Yogist sur toutes les bonnes pratiques, les bonnes techniques pour favoriser l'appropriation des concepts liés au travail et au nouveau mode de travail digital. Idem avec un autre acteur sur leur Digit Academy, l'Académie des métiers du digital. Eh bien, toutes les 20 minutes, pendant les parcours de e-learning, vous avez une pop-up qui s'ouvre et qui dit Stop, on n'est pas des machines. Pour apprendre correctement, il est important de respirer, il faut bouger, il faut s'oxygéner. Et il y a, pouf, une pause yogiste qui s'ouvre dans une capsule digitale. Bref, le digital appelle le digital et c'est pour ça qu'on a même créé un garde du corps en ligne qui est un petit chatbot qui va vous dire Toc toc Ludivine, ça fait une semaine que tu enchaînes les visios et ça fait 2 heures que tu es sur ton écran sans bouger, ça va pas du tout. Où est-ce que tu as des tensions? Et tu vas pouvoir lui dire j'ai mal aux yeux, j'ai mal au cou, j'ai mal au dos, je me sens stressée ou au contraire j'ai besoin de m'énergiser parce que là, je rentre dans une réunion importante et en fonction de tes contraintes, que tu sois en télétravail ou au milieu d'un open space, et en ce moment-là, on va plutôt rester discret, ce petit algorithme va te proposer des micro-techniques à faire directement à ton poste de travail. Et du coup, c'est vraiment important, je pense, d'intégrer ce bien-être digital dans tous les moments, et vous en parlez tout à l'heure, hein, les moments clés du parcours collaborateur y compris digital, parce que c'est là qu'on a vraiment un impact, c'est là que les gens sont derrière leur écran, immobiles, fatigués, épuisés et potentiellement présentéistes, et c'est là qu'on peut les impacter le plus efficacement en adoptant leur langage et leurs outils finalement. Merci beaucoup. Je le confirme aussi via notre baromètre, alors que nous, on appelle du coup Digital Workplace, voilà, qui est en deuxième édition, mais qui fait un peu cette synthèse-là. C'est qu'effectivement, ça pourrait paraître contre-intuitif, hein, mais sur nos 1000 répondants, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise, c'est bien les entreprises les plus digitalisées qui offrent la meilleure expérience collaborateur, mais justement parce qu'elles ont réintégré soit les bonnes règles du jeu, soit la partie presque polysensorielle dans l'expérience digitale pour qu'il y ait voilà, cette notion d'expérience qu'on sait voilà, sur la physiologie même hein, du participant. Donc en fait, l'effet d'opposition, il a pu vraiment lieu, en tout cas 5 années après le Covid. On a tous pu être assez créatifs, tester des choses, et que c'est plus des effets d'opposition qui ont vraiment beaucoup de sens. Il s'agit de repenser ce parcours-là avec peut-être voilà, ce que disait Anne-Charlotte, une carte d'expérience peut-être plus créative pour le collaborateur, pour les participants de ces ateliers ou de ces grandes réunions. Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Même en formation, on voit que voilà, on n'a pas des formations de moindre niveau avec moins d'impact quand elles sont 100% digitalisées.
la techno permet aussi de faire beaucoup de choses en termes d'expérience. Si on prend soin du pilote derrière le copilote. Merci à tous les trois. Peut-être juste un mot de conclusion, du coup, si vous aviez un seul conseil à donner à nos participants qui aimeraient enclencher ce cercle vertueux de bien-être et performance, lequel serait-il? Peut-être Claire, pensez. Et simplement de vous écouter. Écoutez-vous, écoutez aussi vos envies professionnelles, soyez acteur de votre parcours. C'est aussi comme ça, en termes de bien-être individuel, que vous allez aussi vous allez être performant et que vous allez aussi entretenir la flamme au sein de votre parcours. Merci Anne-Charlotte. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse, hein. Faites des pauses actives, des pauses yogis, des pauses well at work, vous les appelez comme vous voulez, mais commencez par en faire pour vous. Vous pouvez utiliser notre garde du corps digital sur yogis.io et osez en parler autour de vous, auprès de vos équipes, même si vous avez peur qu'on vous prenne pour un fada, comme on dit dans le Sud, si vous avez peur qu'on rigole, sachez que c'est vous qui avez raison. Et si vous êtes dans cette optique de diffuser de bonnes techniques et de bonnes pratiques autour de vous, les rires s'effaceront et on vous écoutera. Et on voit que c'est des sujets de toute façon qui évoluent très vite et il y en a dont on ne parlait pas il y a quelques années comme la santé mentale et qui sont arrivés et je suis sûre que c'est des choses qui vont arriver très très vite. Merci. Et David, de votre côté, peut-être un dernier Oui, alors mot. j'aurais bien cité l'écoute parce que je suis d'accord avec Claire, je pense qu'on n'écoute jamais assez voilà, la réalité vraiment du terrain et du ressenti. Peut-être, je dirais, la réconciliation des deux personas, manager, collaborateur, qu'on a eu souvent tendance un peu à mettre en tension. Le manager est aussi, en premier, on l'a dit, un collaborateur aussi comme les autres. Sans doute que quand on se connaît bien, on connaît bien aussi les autres derrière. Donc il y a tout un travail peut-être sur la congruence et de ne pas opposer les uns les autres, si on puisse bien s'échanger ses contraintes, ses envies dans les deux sens. Il y a quand même des choses qui peuvent en ressortir d'assez vertueux pour le management et la gestion des équipes. Oui. Parfait. Bien, écoutez, Anne-Charlotte, Claire, David, merci beaucoup pour vos retours d'expérience, vos partages sur les actions que vous avez mis en place, les exercices qu'on a pu faire. Merci à tous et à tous aussi pour votre écoute. J'espère que voilà, vous repartez inspirés de bonnes pratiques à implémenter. Et puis, au plaisir d'échanger voilà, sur ces sujets passionnants à nouveau en ligne ou en présentiel aussi. Merci beaucoup. Ah, Merci très bien. beaucoup. Merci. Merci, au revoir.